Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 88 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et franchement, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes bien accrochés parce que ça va dépoter. Vous savez, dans la vie, dans le business, j'aime la stratégie, j'aime les plans d'action, j'aime le passage à l'action, j'aime les tests, j'aime les conseils, j'aime les astuces, j'aime les secrets, bref, j'aime le concret. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui apprécient aussi ce côté de moi, le fait que ce soit très concret, très pratico-pratique, etc. Cependant, on va pas se mentir, et je ne vais pas vous mentir, la dimension mindset, la dimension développement personnel est vraiment hyper importante lorsqu'on veut développer son business, avoir plus de résultats, trouver plus de clients. Et même la plus sceptique, cartésienne et terre-à-terre des personnes ne peut pas dire que ce n'est pas important d'avoir le bon état d'esprit. Un bon état d'esprit, ça peut à la fois faire ou défaire votre réussite. Alors j'entends bien, c'est normal quand on démarre, c'est normal au début, c'est normal dans les premières années, parce que moi aussi j'étais comme ça, de vouloir les stratégies, de vouloir les outils, de vouloir les secrets. La première chose, quand on se lance en business, c'est qu'on va pas sur Google et on tape pas comment se développer un état d'esprit d'entrepreneur. Non, on tape genre les meilleurs outils de productivité, on tape les stratégies de vente et on tape comment trouver des clients. Donc, c'est normal qu'au début, on soit plutôt orienté sur le pratico-concret. Mais plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, l'état d'esprit joue un rôle, mais genre plus que primordial et plus qu'important. Je dirais que le business, c'est au moins 80% d'état d'esprit pour 20% de stratégie et d'outils. Et même cette année 2020 qui a été une année compliquée, j'ai vu des entrepreneurs exploser cette année, non pas parce qu'ils ont changé leur stratégie ou parce qu'ils se sont formés à de nouvelles méthodes, mais tout simplement en travaillant sur leur mindset. Et ensuite, les stratégies ont suivi. Parce que généralement, c'est ce qui se passe. Quand on commence à travailler sur notre état d'esprit, notre développement personnel, notre mindset, notre leadership, vous appelez ça comme vous voulez, tous ces mots sont OK. Ensuite, les stratégies suivent. Parce que quand on n'a plus de blocage dans la tête, on n'a plus de difficulté à trouver les outils, les stratégies pour mettre en place les actions qu'on a envie de mettre en place. Donc, tout ça pour dire, beaucoup de mots pour dire que travailler sur soi, c'est hyper important. Sauf que moi, je suis pas la meilleure personne pour le faire. Je veux dire, ok, je suis coach. Ok, j'aime vous botter les fesses. Ok, je peux vous parler de mindset. Mais je ne suis pas la personne la plus experte sur le sujet, celle qui explique le plus facilement les choses. Moi, je perds vite patience. Et du coup, dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire venir une master coach certifiée, donc Jenny, que vous allez rencontrer d'ici quelques minutes, pour qu'elle vous délivre, et on va en parler ensemble tout au long de ce podcast, 5 clés pour travailler votre mindset et booster vos résultats. Donc Jenny, vous allez avoir sa présentation juste après, mais c'est encore un autre niveau par rapport à moi. Et je suis tellement ravie qu'elle ait accepté de venir sur ce podcast parce que vraiment, clairement, elle délivre pépite sur pépite et il va y avoir un avant et un après ce podcast. Et je sais que je suis en train de vous mettre l'eau à la bouche, mais juste avant d'entamer le podcast, ma petite dédicace comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une dédicace à Bénédicte qui a laissé un commentaire me disant « Bonne humeur, énergie de folie, mais surtout du contenu précis, de grande qualité et qui s'upgrade de semaine en semaine. » Attends d'écouter le podcast d'aujourd'hui, Béné, tu vas voir. Aline allie exigence, rigueur et super sympathie. Bravo pour toute cette réussite. Béné, un immense merci pour ton commentaire. Un immense merci à tous ceux chaque semaine qui prennent le temps et la peine de laisser un avis sur le podcast. Encore une fois, même si je peux pas faire des dédicaces à absolument tout le monde, je lis tous vos commentaires sans exception et chacun d'eux me fait tellement plaisir quoi. Bon allez, trêve de bavardage. Juste avant de commencer, une chose. Ce podcast est un petit peu long, c'est-à-dire qu'il fait je crois à peu près 1 heure. Donc, je vous encourage vivement à faire autre chose. Oui, c'est vrai, je l'ai dit, je vous encourage à faire autre chose en écoutant ce podcast. Ne prenez pas de notes. Écoutez ce podcast, faites autre chose et laissez-vous imprégner de tout ce que Jenny et moi, on va dire. Et si vraiment vous avez envie d'aller plus loin et de retrouver à l'écrit tout ce qu'on a échangé, Jenny a eu la magnifique idée de vous préparer toute une petite feuille de travail, une petite worksheet qui récapitule tous les grands points qu'on va aborder dans ce podcast. Donc, pour le télécharger, ce sera sur son site jennychamas.com/
Boost et je vous mettrai évidemment le lien en description de cet épisode. Donc, au boulot tout le monde, allez vous occuper, faites quelque chose de votre main, mettez vos écouteurs sur vos oreilles et c'est parti pour 1 heure d'échange avec Jenny. Bonne écoute! Hello Jenny, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. À chaque fois, je fais le mix, je dis d'avoir invité mon acceptation. D'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Très bien, écoute, je suis ravie d'être là et merci beaucoup. Mais avec plaisir. Enfin, en plus, je pense que c'est un super épisode. Je sais qu'on me l'a pas mal demandé et je suis pas la meilleure pour parler mindset. Enfin, je fais du mindset. Je pense que c'est pas ma force. Donc, de t'avoir avec nous, c'est juste génial. Et j'ai trop hâte qu'on plonge dans le cœur du sujet. Mais avant de commencer, je vais te présenter à mon audience, je vais te passer un petit peu la pommade, donc j'espère que tu es bien assise, que t'as rien qui t'entrave les chevilles, c'est bon, t'es prête. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Jenny, donc tu as commencé par, d'après ce que j'ai vu, d'après une petite recherche de Ninja, un diplôme de Sciences Po. Ouais. Donc ça s'invente pas. Et diplômé également de l'Institut français de la mode. Donc c'est pas n'importe quoi comme école, c'est pas la petite école de quartier. Tu as commencé à travailler pendant plusieurs années, je crois 8 ans, quelque chose comme ça, dans le marketing et le merchandising auprès de grandes marques comme Hermès, H&M, André en France et à l'étranger. J'ai vu passer Corée du Sud, je crois. Oui, j'ai vécu 3 ans en Corée du Sud en expatriation pour H&M. Mais c'est génial. J'allais dire, il y a de la bouteille, mais c'est pas le bon terme, quoi. Mais il y a du niveau, en tout cas, derrière. Et depuis 3 ans, surtout, t'es coach certifié pour les femmes, managers, dirigeantes et entrepreneurs. Et t'es coach en leadership. Mm-hmm. Et en plus de ça, t'es maman de 2 enfants. Donc, il faudra me dire déjà comment tu fais pour faire tout ça en même temps. Tu animes, parce que tout ça ce n'était pas assez, évidemment, le podcast qui s'appelle Femmes ambitieuses. Donc, j'allais jeter un petit coup d'œil. C'est un podcast genre... T'as 5 étoiles, t'es super bien noté, t'as quasiment 500 notes et reviews sur le podcast, ce qui est juste énorme. Et tu es, en plus de tout ça, Cherry and the Cake, l'auteur du livre Ambitieuse et épanouie. Pareil, 5 étoiles sur Amazon. Genre, comment tu fais tout ça? En fait, là, ça semble énorme, mais ça s'est construit pas à pas pendant des années. Et ce qu'on ne voit pas sur cette magnifique introduction, je te remercie vraiment. Ça fait du bien d'entendre ça. Ce qu'on ne voit pas, c'est toutes les galères pour arriver à ce résultat-là, qui, résumé en quelques phrases, semble incroyable et qui, en réalité, est tout à fait réaliste, réalisable pour beaucoup d'entre nous. Et voilà, je pense que c'est juste, j'ai appris à accepter que ça n'allait pas être un parcours linéaire. Et ça ne l'a pas été, j'imagine, au cours de ces 8 dernières années. Non, clairement. Disons que je pense que ce qui est linéaire, c'est que je fais toujours ce qui m'anime. Donc là, je suis assez fidèle à moi-même là-dessus. Mais après, ça marche pas toujours du premier coup. Et puis, il y a aussi, il faut apprendre à accepter que ça prenne plus de temps que ce qu'on aimerait, apprendre à accepter que ça marche pas tout de suite. Tu vois, tu dis ambitieuse et épanouie, 5 étoiles sur Amazon. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de commentaires, par exemple. Tu vois, mon cerveau m'emmène par là. Alors, du coup, est-ce que c'est un livre qui peut s'adresser à des femmes entrepreneurs? Oui, j'imagine. Alors, c'est un livre qui s'adresse aux femmes qui ont envie à la fois de vivre leurs ambitions et de s'épanouir à le faire. Parce que je constate qu'il y a beaucoup de femmes qui parviennent à vivre leurs ambitions, mais finalement qui après font le constat qu'elles ne sont pas aussi épanouies que ce qu'elles aimeraient. Et donc, évidemment, ça vaut pour les entrepreneurs, puisque... on donne énormément d'énergie à son business quand on se lance. Et donc, on peut aussi perdre en route le kiff de le faire. Ça, c'est bien vrai, la fameuse expression de se retrouver au piège de son entreprise, au piège de son succès, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que moi, je connais la définition, mais j'aimerais que tout le monde parte sur la même longueur d'onde, ce que tu appelles le leadership et le coaching en leadership. Ouais. Alors, le leadership, pour moi, c'est savoir partager des idées, emmener les gens avec soi, avoir une vision, développer la capacité à décider et convaincre. Voilà, c'est un peu tout ça. Alors, quand on est entrepreneur, quand on monte un business, qu'on soit seul ou qu'on soit en équipe, le leadership est essentiel puisque quand on démarre et qu'on est seul,
On va devoir aller convaincre pas mal d'interlocuteurs, si ce n'est nos premiers clients, par exemple. Et puis après, c'est aussi le leadership, c'est comment on fait pour emmener tous les gens qui sont avec nous vers notre vision. Et donc, c'est aussi être leader, c'est manager avec leadership, c'est être plus que juste manager fonctionnel, mais leader une équipe, c'est inspirer les gens, en fait, je pense. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, le coaching en leadership, précisément, disons que moi, je coach mes clientes sont à moitié des entrepreneurs et à moitié des personnes qui sont managers en entreprise, soit managers ou dirigeants. Mais ce que ces deux groupes ont en commun, et c'est vraiment 50-50 dans mes clientes, c'est qu'elles veulent pouvoir s'affirmer, elles veulent prendre leur place, elles veulent pouvoir faire passer leur message de façon claire, elles veulent suivre cette vision et réussir à emmener les gens avec elle. Donc, coaching en leadership, eh bien, on travaille vraiment tout ce qui se passe en soi, dans son esprit, ses émotions et ses actions, à la fois pour lever les barrières qui nous empêchent de l'idée. Donc, par exemple, quand on monte un business, la peur d'être un imposteur, d'être illégitime, d'être présomptueux ou trop arrogant, d'avoir ses idées et de se lancer. Et puis, on va aussi coacher toutes les interactions avec les autres. La première fois que tu embauches un prestataire, la première fois que tu fixes un prix et que tu vends à ton client, comment tu fais pour passer l'idée que, en fait, c'est vraiment la valeur de ce que tu offres. Bien, tout ça, ça nécessite du leadership. Donc, le leadership, et je suis totalement d'accord avec ta réponse, et c'est aussi pour ça que je te pose la question. Le leadership, c'est pas quelque chose qui est réservé aux managers ou aux chefs d'entreprise qui ont des grosses équipes, et c'est pas non plus... Enfin, faut pas assimiler cette idée de leadership au capitalisme tel qu'on peut le concevoir dans les années 80. Enfin, ça n'a rien à voir. On peut être seul dans son entreprise, mais avoir besoin de leadership pour la faire évoluer. Complètement. Et je suis vraiment persuadée à 100% qu'un entrepreneur doit être un leader. Dans son domaine d'activité, voilà, dans ce qu'il fait. Et il n'a pas besoin d'avoir d'équipe. Et puis être leader de sa propre vie, être leader... Ouais. Leader de sa propre vie, de ses choix, de ses décisions, de ce à quoi on renonce. Ouais. Totalement d'accord avec toi. Et du coup, c'est la transition parfaite parce que maintenant qu'on a explicité un petit peu ce terme de leadership qui parfois peut faire un petit peu peur parce qu'on attache beaucoup au management, maintenant qu'on sait que c'est pour tout le monde, si je t'ai demandé de venir faire ce podcast avec moi, c'est que j'ai envie qu'on parle du coup mindset, leadership du coup, et comment booster ses résultats en travaillant sur son développement personnel, sur son mindset et donc sur son leadership quand on est entrepreneur. Et comme je le disais dans mon intro, je travaille moi-même beaucoup sur mon mindset, je me fais coacher sur mon leadership, mais c'est pas quelque chose que moi j'enseigne parce que je suis pas la meilleure à enseigner ça. Je suis très bonne à enseigner des stratégies, des trucs, des astuces, des trucs concrets. Développement personnel un petit peu moins, donc je suis très contente qu'on soit là toutes les deux aujourd'hui. Et du coup, tu as identifié, Jenny, 5 clés au total pour travailler son mindset, booster ses résultats quand on est entrepreneur. Quelle est la première ? Allez, on y va. Alors, la première, que tu partages déjà peut-être, mais c'est de fixer un objectif chiffré. Ça y est, ça commence. Donc, pour booster ses résultats, on a besoin de penser que c'est possible. D'accord ? Parce que, en fait, nos pensées créent notre réalité. Pour pouvoir penser que c'est possible, encore faut-il savoir où on veut aller. Donc, il y a une différence entre se dire « je lance mon idée, on verra bien » ou « je lance mon idée et voilà l'objectif que je me fixe pour l'année 1 », par exemple. À partir du moment où on cale cet objectif chiffré, eh bien là, on ouvre la porte des possibles. Parce qu'on amène plein de questions. Donc, si mon objectif, je te donne un exemple, par exemple, de faire un chiffre d'affaires, on va dire de 50 000 euros la première année du lancement de mon business. Mais ça peut être n'importe quel chiffre, ça marche pareil. Oui, tu peux enlever un zéro, rajouter 2 zéros. Exactement. Rajouter 10 zéros, enfin bon. Rajouter 10 zéros, ouais. Eh bien, en fait, à partir du moment où tu sais que c'est ça ton objectif, qu'il est gravé dans le marbre, là, tu vas te poser des questions intelligentes. Tu vas te dire, bon, ok, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, qu'est-ce que je vais vendre ? Du coup, à quel prix ? Combien il faut que j'en vende pour arriver à ça ?
Et donc là, on passe tout de suite dans un mindset où on se donne la possibilité de vraiment le réaliser parce qu'on va aller dans le concret et on va se poser les bonnes questions. Alors que si on laisse la porte fermée, qu'on se dit, bon, bah, allez, je lance et on verra, on n'a jamais, la possibilité d'être vraiment satisfaite. Parce que comme on n'avait pas d'objectif, on ne sait pas mesurer est-ce que ça a bien marché, est-ce que ça n'a pas bien marché. Donc, naturellement, le cerveau a toujours un biais négatif. Donc, il va nous dire, ouais, mais c'est pas assez bien, j'aurais dû faire mieux, etc. Mais on n'a pas d'échelle de mesure. Et puis surtout, tout semble une montagne. Parce qu'on n'a pas décortiqué la faisabilité de cet objectif. Amen. Donc voilà. Alors pour moi, si on doit retenir certaines choses, comment on fait pour se fixer un objectif chiffré, je pense qu'il ne faut pas que ce soit trop sorcier. On n'a pas besoin de faire un business plan de malade pour y arriver. Je pense qu'il faut se demander déjà de combien on a besoin pour que cette entreprise tourne en année 1. Ça nous donne déjà une idée de ce qu'on peut viser. On peut se demander aussi qu'est-ce qui se passe sur le marché. Ça nous donne une petite idée. Et puis en fait, on prend ces éléments, on en fait une petite sauce, une petite moyenne, et puis on choisit. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais objectif. Il faut juste se fixer un objectif, un point, c'est tout. On décide et puis on passe à autre chose. L'objectif, il ne sera jamais à 100% atteint, ou il sera peut-être complètement dépassé, peut-être ce sera un peu en dessous. Mais c'est une échelle de mesure qui nous permet de se dire, bon, bah, voilà, là, je suis arrivée à 50% de mon objectif et on est à 3/4 de l'année. Bah, qu'est-ce que je vais faire le dernier trimestre pour récupérer et arriver à mon objectif? Ça permet vraiment de se poser les bonnes questions. 3 choses. Définir cet objectif chiffré et en le formulant en une phrase. Par exemple, je veux faire 50 000 euros de chiffre d'affaires en coachant des leaders. Par exemple, ça pourrait être une phrase. Un délai, par exemple, janvier 2021, enfin j'en sais rien, vous mettez 1 mois, 1 année. Et puis, ce qui va nourrir cet objectif et vous garder motivé, c'est de vous demander pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. C'est quoi le feu qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous? Parce que évidemment, atteindre un objectif n'a jamais été facile. Donc, il va falloir aller trouver les ressources. Ouais, si c'est facile, c'est que c'était pas le bon, exactement. Il va falloir aller trouver les ressources en soi. Et ces ressources, c'est notre pourquoi. Alors, je dirais 2 choses. Un moyen mémotechnique pour vous qui écoutez, pour retenir comment définir un objectif. Vous pouvez retenir les 2 A. Un objectif, il doit être ambitieux. C'est ce qu'on se disait. Si c'est trop facile à atteindre, c'est que peut-être c'était pas le bon. Et en même temps, il doit être atteignable. C'est-à-dire que si on se fixe un truc complètement irréaliste, le risque, c'est qu'on se démotive. Et c'est quand même pas le but. Donc voilà, les 2 A. J'adore le moyen mémotechnique. Il y a une question, je sais qu'il va popper dans les têtes qui nous écoutent parce que je connais mon audience par cœur, c'est « Mais si c'est ma première année de business, comment est-ce que je sais ce que je peux faire ou ne pas faire ?» T'as dû l'entendre aussi celle-là. Non mais carrément. Mais en fait, on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité à ça. C'est-à-dire que si on observe, si on avait toutes les informations de tous les business qui se montent, même dans le même secteur, on pourrait voir des différences énormes. C'est ça. Donc en fait, la conclusion, en tout cas ma conclusion personnelle, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Et donc le meilleur service qu'on peut se rendre en termes mindset, c'est de prendre une décision, que c'est un chiffre qui nous convient, et d'y aller. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est pas y passer 1000 ans, c'est-à-dire pas passer 1000 ans à réfléchir à cet objectif, mais au contraire, consacrer son énergie à se mettre en action et puis, étape après étape, action après action, aller créer ce résultat-là. Je sais que moi, de mon côté, je réfléchis énormément d'un point de vue... alors, ça peut paraître bête, mais jusqu'ici, ça m'a bien servi, en tout cas, d'un point de vue instinct, c'est-à-dire, genre, c'est quoi ton objectif? Et j'ai toujours un chiffre qui me pop en tête, et je prends toujours ce chiffre-là, même si des fois, ça me paraît, mais genre, irréaliste. Et en fait, je me base toujours sur ma toute première intuition, avant même que mon cerveau conscient puisse me dire « Ah mais non, c'est pas possible pour X ou Y raison ». Et je me souviens, pour mon dernier lancement du mois de septembre, c'est ce que j'avais fait. Quand, fin 2019, je me suis dit « Quel objectif tu vas atteindre avec ce lancement ?» Je dis « Je veux faire un lancement à plus de 200 000 euros ». Le truc que j'avais jamais fait de ma vie, quoi. Mon plus gros lancement, c'était même pas 20 000 euros et tout. Mais comme c'est ce truc-là qui m'a popé en tête, je dis « Ok, je pars avec ça ». Et du coup, j'y suis allée. Et toi, comment tu fais pour fixer les tiens ?
Alors moi, je fonctionne un peu comme toi. Moi, j'avais un truc. J'ai fait une école de coaching aux États-Unis, et puis le grand truc aux États-Unis, c'est marrant, c'est pas du tout un truc dont on parle nécessairement en France, mais c'est atteindre les 100K, donc 100 000. Donc chez eux, c'est 100 000 $. Chez nous, on pourrait dire 100 000 euros. C'est à peu près kiff-kiff, ouais. C'est à peu près kiff-kiff, mais c'est le chiffre 100, quoi, 100 000. Donc moi ça a été, je me suis dit ils parlaient tous de ça, donc je me suis dit c'est assez simple, je mets ça comme objectif, ça me donne voilà, donc j'ai pas tergiversé en fait, je savais qu'il y avait pas de bonnes ou de mauvaises choses, et puis après chaque année, puisque je me refixe cet objectif chaque année, je fais comme toi, c'est-à-dire c'est un peu à l'intuition. En fait j'aime bien doubler minimum 100 plus 100 quoi, 200. Et puis là, j'essaye de faire plus que doubler. Mais en fait, c'est juste un chiffre avec lequel je me sens à l'aise. Et il m'est arrivé, et je pense que ça, c'est important de le dire, c'est qu'il m'est arrivé une année d'avoir un objectif qui était extrêmement ambitieux, au point qu'il générait en moi énormément de doutes. Eh bien, en travaillant sur mon mindset, justement, j'ai décidé de façon consciente de baisser cet objectif. Et cette année-là, j'ai plus qu'atteint mon objectif parce que j'ai choisi de redescendre d'un cran et de faire quelque chose qui me semblait plus accessible. Ça m'a redonné confiance. Et en fait, finalement, j'ai fait plus que ce que j'avais prévu. Donc, il faut aussi être indulgent envers soi-même. Et donc, ce que j'aime bien avec ton idée d'intuition, c'est de se dire, ce chiffre-là, je l'aime bien, donc j'y vais. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 explications. Voilà, faut aussi un peu savoir se faire confiance. Ce que j'adore dans ce que tu dis, et je l'avais jamais réfléchi de cette manière, c'est qu'en fait, en soi, l'objectif n'est pas important. C'est juste le premier échelon sur l'échelle de ta progression sur l'année. Et donc, il ne faut pas en faire tout un plat. Il faut juste dire, c'est un objectif, point, c'est le point de départ. Et il va être potentiellement ajusté pendant l'année à la hausse ou à la baisse. Et on s'en fiche, mais il faut juste que je prenne cette première décision, mais pas en faire une vérité vraie, immuable et inchangeable, quoi. Complètement. Ah, mais amène à ça. Trop cool, t'es prête à passer à la deuxième clé? Ouais. Alors la deuxième clé, et on a déjà finalement commencé à l'évoquer un petit peu dans la première, c'est travailler sa confiance en soi. Je pense qu'il faut crier sur tous les toits que la peur, ça fait partie de l'aventure de l'entrepreneuriat. Elle sera toujours là. La peur sera toujours là, et tous les entrepreneurs que vous rencontrez, même les plus successful, même ceux qui ont l'air de ne jamais se démonter, qui savent toujours dire ce qu'il faut et faire ce qu'il faut, ils ont peur, eux aussi. Et donc, à partir du moment où on sait ça, la peur va faire partie du voyage. Ce qui est génial, c'est que le travail, ça n'est plus de ne pas avoir peur, c'est d'accepter cette peur et de la transformer en courage. D'accord ? Parce que c'est le courage qui va nous permettre d'agir. Bon, alors, la peur, il y en a quand même une petite partie qu'on peut évacuer si on travaille sa confiance en soi. D'accord ? Et donc, même si c'est la première fois qu'on entreprend, ou même si c'est un nouveau projet, on a déjà entrepris, mais c'est un nouveau projet, ça ne veut pas dire qu'on est illégitime, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. C'est pas parce qu'on l'a jamais fait qu'on ne peut pas le faire. Et donc, toutes les preuves de votre passé doivent pouvoir vous aider. Je vous donne un exemple. Imaginez si vous avez eu le bac, d'accord ? Donc, imaginez vous étiez au lycée. Et puis là, c'était bientôt le bac. Donc, vous révisiez votre bac, puis vous stressiez probablement un peu. Mais mince, est-ce que je vais y arriver ? Oh là là, cette matière, la philo, je suis cata. Et vous aviez l'impression que vous n'alliez jamais y arriver. Finalement, ce bac, 5 ans, 10 ans après, vous êtes là, mais en fait... Évidemment que je l'ai eu. D'accord, ça vous semble tellement évident. J'y pensais l'autre jour, je me disais, mais à quoi ça sert ce truc ? Là, je repensais aux équations à quadruple inconnu là qu'on avait. Je me dis, mais à quoi ça, qu'est-ce que ça vient faire ce truc ? Bon, j'ai pas eu ça, moi. C'était en bac S, ça, non ? Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que
Il y a plein de choses que vous avez réalisées dans votre vie que vous pensiez un jour ne pas pouvoir réaliser. Et une fois l'étape passée, en vous retournant sur votre vie, vous vous dites « mais évidemment que je l'ai fait. Je l'ai fait d'avoir le bac, je l'ai fait d'obtenir mon premier poste, je l'ai fait peut-être d'avoir un enfant, je l'ai fait ceci, je l'ai fait cela. » Et donc, tous ces accomplissements, petits et grands, sont des preuves que vous pouvez vous faire confiance dans cette aventure. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de lister toutes ces preuves, tous ces trucs où vous vous disiez « mais un jour, j'y arriverai jamais » ou ça va être compliqué de le faire. Et finalement, vous avez réussi. Tout ça, ça doit nourrir votre confiance en vous. Et donc, de façon intentionnelle. Ça veut dire que le fait de se poser la question de quels sont ces accomplissements, le fait de s'en rappeler, de lire cette liste, ça va aider à générer de la confiance pour demain et pour toutes ces choses que vous allez devoir faire en business que vous n'avez pas nécessairement l'habitude de faire ou que vous n'avez jamais fait. C'est un petit peu même si j'extrapole, même l'exercice que j'ai fait avec toi en tout début de podcast, avec ta présentation, j'ai listé toutes les choses magnifiques que tu avais faites dans ta carrière et ça t'a fait un gros boost de confiance l'espace de quelques secondes. Complètement. En fait, ce qu'on fait, c'est de choisir de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce que quand on voit le verre à moitié plein, ça nous donne de l'énergie, ça nous fait nous sentir bien et ce sont nos émotions qui sont la source de nos actions. Et donc, ce qu'on veut, pour obtenir des résultats, il faut agir. Il n'y a pas 36 000 formules magiques. On est d'accord. Donc, le but, c'est de se faciliter la mise en action. Et donc, quand on se sent confiante, eh bien, on facilite la mise en action. Alors, il y a quand même un truc à dire parce que je sais que des personnes qui écoutent vont se dire « oui, mais moi, j'ai pas du tout confiance, quoi. » Et puis, c'est quand même pas facile de travailler sa confiance. Alors, oui, c'est pas un truc qui se travaille du jour au lendemain. Donc, voilà, il faut aussi se donner le temps. Mais la confiance seule ne suffit pas. C'est-à-dire que je vous parlais au début de ce point-là de courage. Le courage se substitue à la confiance. C'est-à-dire sur toutes les choses où, même quand vous avez essayé, vous n'avez toujours pas confiance, eh bien là, il va falloir s'armer de courage, c'est-à-dire se lancer des défis et se dire, bon, allez, je ferme les yeux, je respire un bon coup et hop, je me lance, j'y vais. Cette capacité à se lancer des petits défis, on n'a pas besoin de se lancer des énormes défis. On commence par des petits défis, on répète et ça va construire la confiance parce qu'on va se rendre compte que en fait, on est capable de faire quelque chose même quand on a un peu peur et donc petit à petit, on peut augmenter l'intensité. Et donc, ça va vraiment, ça aussi, ça va aider à construire la confiance en soi dans l'action. J'aime beaucoup cette notion du courage qui se substitue à la confiance. Et j'ai même la sensation que quand tu fais des choses qui te font peur, par définition, c'est que ça te sort de ta zone de confort. Et que dans tous les cas, tu n'as pas confiance quand tu es hors de ta zone de confort. Et donc, dans tous les cas, il y a la case courage avant d'avoir la case confiance. Complètement. La liste des accomplissements, c'est un peu la confiance basée sur le passé. C'est ça. Mais pour le présent, quand on n'a pas assez de confiance issue du passé, il va falloir convoquer le courage parce que évidemment le cerveau se met en alerte à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort. Et ça, c'est vraiment le fonctionnement du cerveau reptilien qui est là pour nous prévenir d'un danger imminent. Et donc, comme on n'est plus dans un monde où on risque, en tout cas dans un pays aujourd'hui, où on risque de mourir à tout instant, même si cette possibilité existe, mais je veux dire, on n'est pas dans un pays en guerre, voilà. Eh bien, le cerveau, lui, il continue à analyser et il cherche le danger, d'accord ? Et donc, comme il n'y a pas de danger, il n'y a pas l'ours qui va venir nous manger ou la guerre le tigre de sabre. Voilà. C'est l'exemple que je donne tout le temps. Exactement. Du coup, lui, ce qu'il voit, c'est en fait, tout ce qu'on doit faire pour notre business, c'est le grand danger. Si c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, si c'est en dehors de notre zone de confort. Donc la peur, elle n'est pas le signal qu'il faut tout arrêter, elle est juste le signal que notre cerveau reptilien se met en alerte et qu'il fonctionne absolument bien. Donc en fait, quand on a peur, ça veut dire que notre cerveau fonctionne bien. Exactement. On peut le remercier d'ailleurs. On peut le remercier parce que c'est important. C'est important de ressentir de la peur parce que le jour où il y a un vrai danger, c'est ce qui nous permet de réagir. J'adore cette manière de retourner la perception qu'on a de la peur. Et j'aime aussi ton approche de dire l'idée, c'est pas de chercher à se débarrasser de sa peur, mais c'est d'avancer en composant avec sa peur.
et de ne pas se laisser paralyser par ça. Oui, tout à fait. Et quel conseil tu pourrais dire à quelqu'un qui aujourd'hui est bloqué par sa peur, par son manque de confiance en lui-même, en fait, mais genre paralysé, j'arrive pas à avancer? Ouais. Alors, déjà, c'est de revenir aux détails. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on se dit oh, c'est la montagne. La montagne, il faudrait tout faire en même temps. Et c'est ça qui paralyse. D'accord ? Mais en fait, si on découpe en toutes petites étapes, il y a des choses, parmi ces étapes, pour atteindre votre objectif, il y a des choses qui vont sembler totalement une zone de panique, hein, où là, vraiment, vous ne pouvez rien faire. Et puis, il y a des choses qui vont être dans une zone un peu plus élastique. C'est-à-dire, ce n'est pas votre zone de confort, mais vous n'êtes pas non plus en panique. Vous vous dites, bon, peut-être que ça, je pourrais faire, ça ne va pas être ultra confortable, mais je vais peut-être quand même pouvoir le faire, cette petite action. Et donc, de dissocier les deux. Donc, tout ce qui est dans votre zone de panique, vous le repoussez à plus tard. On va d'abord aller travailler la zone élastique. Et donc, vous allez vous mettre en action sur des choses qui sont un peu inconfortables, mais quand même accessibles pour vous aujourd'hui. Et ça, c'est à vous de définir quelles sont-elles, ces actions qui sont accessibles pour vous aujourd'hui. Et aussi de vous féliciter à chaque fois que vous osez le faire. Plus vous allez passer de temps dans cette zone élastique, même si c'est un tout petit pied, c'est le doigt de pied, tu veux, sorti de la zone de confort, le d'accord ? bout de l'ongle du doigt de pied, tu sais. Exactement. Et ben, même si c'est que ça, c'est quand même déjà beaucoup. Et plus vous passez de temps dans cette zone élastique, et plus vous agrandissez les contours de votre zone de confort, puisque plus vous passez de temps dans la zone élastique, plus elle devient en fait une zone de confort. Et ce qui était avant une zone de panique devient un jour une zone élastique. J'adore ce double concept de zone de panique et zone élastique. Oui, non mais tout à fait. Eh ben, franchement, merci pour toutes ces pépites, ça m'inspire beaucoup. Du coup, on va passer à la troisième clé, qui est en fait directement liée à la confiance en soi, puisque du coup, c'est le s'affranchir du regard des autres. Alors, s'affranchir du regard des autres est essentiel pour booster ses résultats. Et c'est un sujet, je pense, vraiment partagé par tous. Rares sont les personnes qui ne se sentent pas concernées par ce sujet. Pour coacher quand même beaucoup de gens, je m'en rends compte. On pourrait faire des stats, mais je crois que c'est vraiment un minime pourcentage de la population. Et quand on se lance, quand on a un business, souvent on fait un amalgame entre nous et notre business. Donc en gros, ça veut dire que tous les commentaires liés à notre business, tous les retours qu'on peut avoir, on les prend directement personnellement. Donc ça a en plus une double couche où le regard des autres est vraiment un danger absolu, parce que non seulement il attaque notre business et en même temps il attaque notre personne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on craint du regard des autres, donc quand je parle de s'affranchir du regard des autres, ce que j'entends, c'est ne pas prendre des décisions, des directions en fonction de ce que les autres pourraient en penser, mais plutôt les prendre avec bon sens et se dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce qui est le mieux pour mon business. C'est quand même deux choses différentes. Alors, ce regard des autres, souvent, il est imaginaire. C'est-à-dire qu'on n'ose pas demander, par exemple, on n'ose pas augmenter ses prix parce qu'on a peur que notre client qui a payé, par exemple, un premier programme un prix ne soit pas d'accord pour payer le deuxième programme plus cher, où on va déjà imaginer dans sa tête, oh là là, mon client va pas être content, il va me dire non, c'est terrible, et puis qu'est-ce qu'il va penser, que je demande trop, que ce que je fais, ça ne vaut pas ce prix-là. Et donc, on extrapole, en fait, on s'invente un monde imaginaire, alors qu'au fond, on n'a aucune idée de ce que pense cette personne-là. Aucune. Et d'ailleurs, c'est très difficile de le savoir, parce que même si une personne vous dit ce qu'elle pense, au fond, vous ne savez jamais si c'est vraiment ce qu'elle pense ou pas. C'est clair. Donc, ce que traduit cette peur du regard des autres, c'est surtout, elle traduit le regard qu'on a sur soi. Donc, quand on extrapole et qu'on se fait un imaginaire de ce qu'il va penser, c'est en fait ce qu'on pense. C'est-à-dire que
j'augmente mes prix, oui, mais en fait, peut-être que ça le vaut pas, peut-être qu'en fait, je suis pas assez bonne pour vendre à ce prix-là. Et donc, ce qu'on croit que les autres vont penser, c'est en fait ce qu'on pense nous. Et donc là, on revient dans un environnement où la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais pour me coacher si je pense qu'il est nécessaire que j'augmente mes prix, si je pense que mon programme en vaut le coup, comment je fais pour y croire dur comme fer et le vendre bien, sans parler des autres, parce que les autres, ils pourront toujours penser que c'est pas top, c'est pas grave, c'est juste que ce client-là, il est pas pour vous, il faut aller en chercher un autre, c'est tout. Mais vraiment, donc, le regard des autres est paralysant, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on imagine du regard des autres, c'est bien souvent ce qu'on pense de soi-même. Et donc, nous incombe la responsabilité de choisir ce qu'on pense de soi, parce qu'on peut choisir ce qu'on pense de soi. T'as donné trop de bons trucs d'un coup, là. Je sais plus sur quoi rebondir. Mais oui, franchement, cet effet miroir, on le dit souvent, mais l'intégrer, le vivre, c'est encore une autre paire de manches que ce qu'on interprète comme étant des critiques de la part des autres, qu'elles soient d'ailleurs imaginaires ou même réalistes. Réel, ouais. C'est qu'un miroir de ce qu'on pense de nous. Et j'ai un exemple qui m'a popé en tête, c'est tout bête, hein, c'est anecdotique. Genre, samedi dernier, j'ai fait du roller pour la toute première fois de ma vie. Genre, j'avais jamais fait de patin, jamais fait de roller et tout. Et du coup, j'en ai un peu parlé. Genre en mode, on va sortir de la zone de confort, blablabla. Parce que j'avais quand même la trouille. J'étais sur les quais de Seine. Il y avait genre des centaines de personnes qui se baladaient. Il y avait des gamins qui étaient en roller, mais qui, eux, assurent de ouf, qui sautaient tout. Puis t'avais moi avec mon vieux casque et mes genouillères, mes coudières, tout ce que tu veux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que c'était plus facile que ce que j'imaginais. Et moi qui étais persuadée que j'allais me retrouver sur les fesses au bout de 2 secondes, j'ai assez vite capté le truc. Et ça a bien fonctionné. Et du coup, j'ai posté une story de moi, je demandais à ma meilleure pote de poster une story de moi en train de faire du roller, etc. Je l'ai posté en mode toute fière, c'était la première fois et ça s'est bien passé. Et il y a une personne qui m'a fait un retour en story, qui m'a marqué « C'est trop cool, tu te débrouilles super bien, comme si t'en avais fait toute ta vie », un petit smiley qui cligne de l'œil. Et moi, j'ai eu 2 réactions en lisant ce truc-là. La première réaction, c'est en mode c'est gentil, et en même temps, j'ai une deuxième réaction parallèle en mode en fait, il est en train de m'accuser d'en avoir déjà fait, d'avoir fait croire que c'était la première fois pour qu'on pense que je me débrouille bien du premier coup. Et je me suis dit, mais c'est ouf de réfléchir comme ça. Et du coup, sans rien dire, j'ai fait lire le retour à ma meilleure pote, et ma meilleure pote m'a dit, mais pour qui il se prend celui-là ? Parce qu'elle avait eu la seconde interprétation aussi. Et je me dis, mais c'est quand même dingue. La personne, c'était hyper bienveillant, peut-être, ou peut-être pas, j'en sais rien. Et d'avoir ces 2 interprétations possibles, donc c'est vraiment, vraiment le reflet de ce que je pouvais penser de moi-même à ce moment-là, quoi. Ou de la peur que je pouvais avoir des réactions des gens. Complètement. C'est un super exemple, je trouve. C'est carrément ça. Et finalement, je pense que l'idée, c'est aussi de mettre au service de soi ce que pensent les autres. C'est-à-dire de faire un peu le tri entre ce qu'on a envie de garder et ce qu'on n'a pas envie de garder. Tout en sachant qu'en fait, ce que pensent les autres de nous disent tout d'eux, mais rien de nous. Parce qu'eux-mêmes ont leur propre miroir d'eux-mêmes. Exactement. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est une réaction à la façon dont ils se sentent et à ce qu'ils pensent. Et donc ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. On pourrait être la meilleure des meilleures et on pourrait être la plus nulle des plus nulles. On ne sait absolument pas ce que penseraient les autres. Donc parfois, on s'évertue à faire les choses pour plaire à tout le monde. Et puis on se rend compte que mince, on plaît toujours pas à tout le monde. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Pas. Où sont les bisounours ? On ne peut pas plaire à tout le monde, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien. C'est ce que je dis souvent à mes clientes entrepreneurs. Et je pense à l'une d'entre elles qui est très présente sur les réseaux sociaux et à laquelle je disais, en fait, s'il y a des gens qui manifestent le fait qu'ils ne t'aiment pas, donc qui pensent des choses négatives de toi, c'est presque... bon signe, parce que plus les gens ne t'aiment pas, plus il y en a d'autres qui t'aiment beaucoup. Tu vois, ça crée un peu, on va dire, des extrêmes. Mais donc, ça veut dire qu'il y a une énergie qui circule, en tout cas. Et après, on ne va pas aller s'apitoyer sur tout ce que les autres pensent de nous qui est négatif. Au contraire, on va aller chercher tous les gens qui ont des feedbacks positifs et s'en nourrir. Et donc ça nécessite de faire un tri avec intention. Et donc de choisir de le faire, quoi. Ce feedback, je le prends. Ce feedback, je ne le prends pas. C'est
tellement important. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que tu as dû vivre ça aussi quand tu as ta visibilité qui commence à décoller un petit peu. Forcément, tu t'attires des critiques. Et je m'en suis pris des grosses, moi, cette année. Je me suis pris des grosses claques dans la figure. Et j'avais appelé la première fois que j'ai eu un vrai retour négatif qui m'avait fait très mal parce qu'il venait de la part de quelqu'un que je considérais comme une amie. Et je m'appelle avoir appelé mon père qui était entrepreneur aussi, lui avoir fait part de ça en pleurant toutes les larmes de mon corps. Et il m'a dit, mais attends Aline, et ça m'a marqué quand il m'a dit ça, si t'es en business et que t'as pas d'ennemis, c'est que tu fais mal les choses. Et je pense que ça rejoint tout à fait ce que tu dis, quoi. Ouais, parce qu'il faut pas non plus négliger le fait qu'on peut aussi créer des envieux, qu'on ose. Quand on est en business, quelque part, pour moi, c'est vraiment du leadership, c'est-à-dire qu'on ose affirmer quelque chose, quel que soit le message. Et donc, ça veut dire que les gens peuvent entendre ce message. Évidemment, parmi la population, il y en a qui sont d'accord, qui s'abreuvent de ce message, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, qui pensent différemment. Donc, mais oui, je suis d'accord avec ton papa, clairement. Ça m'avait mis une petite claque dans la gueule et je m'étais dit, ouais, c'est pas faux. Bon, je dois faire très bien les choses alors. Je pense qu'on pourrait vraiment parler du regard des autres, on pourrait en parler, mais genre pendant des heures et des heures. Mais bon, passons à la 4e clé. Ouais. Alors, la 4e clé... qui est liée. C'est lié, exactement. C'est d'apprendre à gérer ses émotions. Alors... Petit point sur les émotions, parce que on a souvent l'habitude de se déconnecter un peu de son corps. Donc, pour les gens qui ont besoin d'une petite piqûre de rappel, une émotion, allons-y. C'est une sensation, d'accord, dans le corps. Donc, je vais vous citer des émotions, la confiance, la peur, la joie, le désespoir, la déprime. On en a... J'ai fait une liste des émotions. Je ne pouvais pas toutes les mettre, donc il y en a 1 millier. D'accord ? Et du coup, ces émotions, elles régissent la façon qu'on a d'agir. Elles régissent notre comportement. Si on se sent joyeux un jour, on va se comporter d'une certaine façon. Si on se sent triste, on va se comporter d'une autre façon. D'accord ? Donc, c'est vraiment à la source. Et donc, si on replace ça dans le contexte business, quand on veut atteindre un résultat, on doit se mettre en action, d'accord ? Mais si on se met en action en se sentant démotivé, déprimé, dans le doute, on ne va pas prendre les mêmes actions et avec la même énergie que si on se sent déterminé, motivé, confiant. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. C'est comprendre que, du coup, il va être important de savoir gérer ses émotions. Et alors, il y a un truc qui est hyper important à savoir, c'est que la vie, c'est un 50-50. C'est-à-dire 50% d'émotions positives et 50% d'émotions inconfortables. D'accord ? C'est pas toujours la panacée. Et donc, bon oh là là. Donc, ça veut dire que les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneur, elles existent vraiment. Elles existent pour tous. Que donc, ça fait partie du deal. Et donc, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est savoir que ça existe et du coup, avoir une bonne façon d'accueillir ces émotions-là quand elles se manifestent, quand on a honte parce qu'on a fait un truc et que ça n'a pas marché, qu'on a envie de se cacher sous la couette. Comment on fait pour accueillir sa honte ? Quand on se sent fatigué, las, quand on se sent démotivé, on ne peut pas s'arrêter de bosser 50% du temps à chaque fois qu'on ressent une émotion négative. À peu près 15 000 fois par jour aussi, tu vois. Du coup, ça va être un peu compliqué pour obtenir ces résultats. Donc, le meilleur moyen, c'est déjà d'accepter que c'est du 50-50. Et la deuxième chose, c'est d'apprendre à accueillir ses émotions. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir ses émotions ? Parce que j'ai bien conscience que là, je commence à parler chinois. En tout cas, je commence à parler une langue étrangère. Eh bien, accueillir, ça veut dire déjà reconnaître. C'est-à-dire être capable de se dire « Ah bah tiens, là, je suis en colère, là. » Ça veut dire « Ah, là, je me sens déprimée. » Donc, mettre un mot sur ce qui est en train de se passer. Et associer à ce mot les sensations corporelles, c'est-à-dire vraiment prendre 2 minutes, juste 2 minutes pour se dire
comment je me sens là quand j'ai peur, par exemple, si là tout de suite vous avez peur, est-ce que c'est un nœud dans l'estomac? Est-ce que c'est le fait que vous avez une respiration qui est très haletante, votre diaphragme qui se bloque, ou c'est des picotements dans les bras? Enfin bref, ça se manifeste par plein de façons différentes selon les personnes, hein. On est tous différents là-dessus. Mais juste connecter au fait que c'est juste une émotion, elle a un nom, et elle est connectée à une sensation dans le corps, ça permet déjà de dédramatiser. Parce que vous n'êtes pas votre émotion, c'est juste une vibration là, qui passe dans votre corps, et puis aussi on sait qu'elle s'en va à un moment donné. Et donc ça, c'est vraiment une technique pour l'accueillir. Parce qu'une fois que vous avez fait ce petit scan du corps, eh bien, ça prend vraiment 2 minutes. Vous pouvez le faire dans votre tête, c'est vraiment rapide. Et bien après, vous pouvez continuer votre journée en vous disant, bon, bah oui, c'est vrai, là j'ai un peu peur, quoi. Bon, allez, on y va. Donc voilà, c'est vraiment s'habituer à accueillir l'inconfort. J'aime cette technique de scan. Je l'utilise beaucoup en coaching quand on commence à creuser des choses pas confortables avec mes coachés. Tu vois, toi, en tant que coach, quand ça commence à se crisper, le regard qui change, la position des mains qui change, enfin... Quelque chose que je vois beaucoup chez mes coachés, c'est quand c'est inconfortable, ça commence à se toucher au niveau de la gorge et du haut de la poitrine. Et donc là, je leur demande, je dis, OK, on fait pause, qu'est-ce qui est en train de se passer physiquement? J'ai mal au ventre, j'ai chaud, j'ai froid, je tremble, ma langue est collée à mon palais, etc. Et rien que le fait de prendre conscience de soi, effectivement, ça permet de ne pas se laisser submerger et contrôler, du coup, comme tu le disais si bien, par cette émotion. Ouais, complètement. Et parfois, ça suffit. Et parfois, ça suffit pas à faire baisser l'intensité, mais c'est OK. C'est juste de se rendre compte que, là, tout de suite, je suis en train de vivre une émotion parce que je suis une personne humaine et qu'en fait, c'est ça l'expérience humaine. C'est de vivre du confort et de l'inconfort. Et on pourrait pas être hyper joyeux, hyper heureux, hyper fier de ses résultats si on ne connaissait pas la différence entre le confort et l'inconfort. Il faut avoir connu la tristesse pour connaître la joie. C'est naturel. C'est passionnant comme sujet et je trouve que ça touche à l'essence même de ce qu'est le coaching, en fait, qui est d'apprendre à se connaître, à gérer ses émotions, à avancer malgré tout. Donc, absolument passionnant comme discussion. Et on arrive du coup à la 5e et dernière clé qui est du coup, le résultat de tout ça. Ouais. Alors là, c'est l'action massive. On a bien dit massive. Se mettre en action. Et on a bien dit massive. J'emprunte à Tony Robbins ce terme, massive action. Quand on a une entreprise, quand on veut booster son business, on est face à une myriade de choix. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de formule magique, on pourrait à peu près tout faire et son contraire. Enfin bon, bref, les options sont multiples souvent. Et donc là, on a le choix de passer beaucoup de temps à réfléchir à ces options, passer beaucoup de temps à essayer d'obtenir toutes les informations, de faire... La bonne information. Exactement, faire la bonne formation, mais c'était peut-être pas assez, donc il faut en faire une 2e, et puis une 3e. Et donc passer du temps à réfléchir. Ou alors, on peut passer du temps à agir. Et agir, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire quand on a une idée et qu'on pense que, on décide que cette idée, elle est pertinente et que donc il faut la creuser et on y va. Eh bien, ça veut dire qu'on s'y met. Et on s'y met et ça va pas être parfait du premier coup parce que quand on s'y met rapidement, on n'a pas eu le temps de faire les choses parfaitement. Mais comme la perfection n'existe pas, c'est pas grave. On va apprendre en faisant. Et donc, l'action va nous permettre de voir quel résultat on obtient. On va pouvoir évaluer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut que je fasse différemment. Et on réitère, etc., etc., etc. Et donc, ce que j'entends par l'action massive, c'est que si on veut atteindre le résultat qu'on se fixe, si on veut atteindre son objectif, eh bien, il n'y a qu'une chose, il faut agir. Parce que sans action, il ne se passe rien. Et donc, massive, ça veut vraiment dire... savoir lister tout ce qu'on pense devoir faire. Et souvent, c'est un peu des listes à rallonge. Et puis ensuite, prioriser, décider de ce qui est important parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et c'est pas grave, on n'a pas besoin de tout faire en même temps d'ailleurs. Lister les priorités et puis se saisir d'une des priorités et puis commencer par la première étape de cette priorité. En gros, on va aller découper toutes ces actions en mini-choses qu'on va planifier sur notre agenda
et qu'on va faire. C'est ça l'action massive. Ça a l'air tellement simple quand tu le dis comme ça. Je pense que tu as soulevé 2 choses qui sont extrêmement importantes. C'est moi ce que j'appelle aussi le syndrome de l'objet brillant, c'est qu'il y a toujours des milliards de manières de faire quelque chose et des milliards de possibilités et qu'il n'y a pas une qui est mieux que l'autre et que c'est un peu un mythe, une chimère et surtout un faux ami, ce que j'appelle un trou de lapin, de penser qu'il y a une bonne manière de faire et une mauvaise manière de faire et qu'il faut absolument déterminer quelle est la bonne, tu vois, alors que ça n'existe pas en fait, il y a juste plein de manières et tu choisis la tienne, tu y vas et on ne saura jamais s'il y avait mieux ou moins bien, quoi. Ouais, on ne saura pas, mais d'ailleurs c'est pas le plus important. Et c'est pas le plus important. Ce qu'on saura en revanche, c'est quel résultat ça a créé. C'est si ça on pourra se dire, voilà. Et la deuxième chose que tu as dit, que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est cette capacité à se dire, j'en choisis une et j'y vais et je programme. Et je sais que je saoule tout le temps mes coachs avec ça, c'est genre, je leur dis, pour quand ce sera fait ? Pour quand ce sera fait ? Oh, cette semaine. Non, cette semaine, ça suffit pas. Quand ? Quel jour ? Quelle heure ? Quand est-ce que je peux t'envoyer un message et que tu me diras, oui, c'est bon, c'est fait. Envoie-moi une capture d'écran. Quand est-ce que tu m'envoies ta capture d'écran ? Enfin. Et effectivement, je pense que c'est ce qui n'est pas planifié, ce qui n'est pas programmé. C'est pas un objectif, quoi. C'est une idée vague. Mais il faut pas sous-estimer ce côté-là, quoi. Ouais, je suis complètement en ligne avec toi. La meilleure chance qu'on peut se donner de réussir, c'est de choisir des actions, mais de les programmer, de les planifier et d'y aller. Et c'est-à-dire au moment où on regarde son agenda et que c'est marqué, je sais pas moi, faire ce workbook ou faire, je sais pas, appeler, envoyer ce mail ou appeler un tel, on le fait. Et quelque part, il faut aussi être conscient que 50% du temps, on n'a pas envie d'agir. Parce que là encore, vous êtes humaine et comme 50% du temps, vous ressentez des émotions plutôt inconfortables, dans ces moments-là, on n'a pas super envie d'agir. Ça n'empêche pas d'agir. C'est juste que de façon intentionnelle, on va décider qu'on respecte son agenda, quoi qu'il arrive, parce qu'on est son meilleur soutien, parce qu'on est son meilleur buddy et qu'on ne va pas se laisser tomber et donc on va le faire. Et à partir du moment où on a cette relation-là avec son planning et qu'on prend vraiment le temps de planifier les actions qu'on doit prendre, bien là, l'action massive, enfin je veux dire, moi j'ai vu des femmes, des coachés qui du jour au lendemain ont commencé à planifier, mais en fait leur productivité a augmenté puissance 10 000, quoi. Donc déjà, ça permet de faire beaucoup plus, mais aussi ça permet de gagner du temps sur certaines choses et donc de prendre un peu de temps pour soi parce qu'on a aussi besoin de ces moments où on fait redescendre la pression, on se repose, etc. C'est ce que ça permet. Quand tu disais que 50% du temps, tu n'as pas envie de le faire, mais en tout cas dans ma vie personnelle, c'est 90% du temps. Je ne suis pas dans le meilleur état. Enfin, le lundi, quand j'ai enregistré mon podcast du lundi d'après, dans 90% du temps, je me dis, j'ai pas le sentiment d'être au top de mon énergie. Mais je le fais tout le temps quand même. Et je pense que dans ton business, tu peux pas avoir un business où tu fais toujours la bonne tâche au bon moment, en fonction de ton énergie, de ton envie. C'est juste chimérique de réfléchir comme ça. Et comme tu dis, c'est prendre le contrôle, de dire respecte-toi toi-même, sois ton meilleur pote et respecte ton emploi du temps. Et c'est normal que tu sois pas tout le temps au taquet sur tout, quoi. Ouais. Non, mais complètement. Et puis, je veux dire, on pourrait fonctionner tout le temps à se dire là, je me sens pas, donc je le fais pas. Mais en fait, on développe aussi l'habitude de se donner des excuses, parce que en fait, c'est ce que notre cerveau cherche, c'est à nous garder dans notre zone de confort. Et donc, il va aller chercher toutes les excuses possibles et imaginables. Et c'est quand même dommage parce que du coup, on se prive de la possibilité de vraiment réaliser ce qu'on souhaite. Et pourquoi pourquoi se priver de ça ? C'est toute la subtilité et je trouve que c'est vraiment un équilibre, encore une fois, vraiment subtil à trouver entre... C'est important de savoir s'écouter. Pas forcer quand on est fatigué, pas forcer quand il faut pas, etc. Et en même temps, pas non plus être trop complaisant avec soi-même et comme tu dis, apprendre et s'habituer à se trouver des excuses parce que là, on ralentit vachement notre progression, notre potentiel, quoi. Tout à fait. Et je pense que un point à retenir, c'est qu'un planning, il ne faut jamais l'utiliser contre soi. Donc, c'est un guide qui permet d'optimiser le temps, les actions.
Mais parfois, ce planning, on va devoir le faire changer parce que peut-être un jour, on va être malade. Parfois, il va falloir faire passer une urgence personnelle avant ça. Ça arrive aussi. Là, le but, c'est pas de se dire « Oh, j'ai pas respecté mon planning, je suis une mauvaise personne » et se taper dessus. Ça doit rester un outil qui nous permet d'avancer, pas de se sentir mal ou de reculer. Donc, il faut trouver effectivement cet équilibre, cette juste mesure. Ne pas utiliser son planning contre soi. Ça me parle tellement. Mais merci pour ça. Je crois que, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on enregistre, mais j'ai l'impression que ça fait presque 1 heure. 55 minutes. Oh mon Dieu. C'est ma faute. On avait beaucoup de choses à aborder. J'ai pas vu passer les 50 minutes. T'as donné tellement d'astuces, de valeurs, de choses comme ça. Merci énormément. Est-ce que tu veux bien nous récapituler les 5 clés ? Oui. Alors, donc, les 5 clés pour travailler votre mindset et booster vos résultats. 1, fixer un objectif chiffré, donc un chiffre en euros et avec un délai. 2, travailler votre confiance en vous. 3, s'affranchir du regard des autres. 4, gérer vos émotions. Et 5, l'action massive, se mettre en action. Et je crois que tu nous as préparé une fiche récapitulative, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, ce que je vous ai préparé, c'est un petit cahier d'exercices avec quelques questions pour chacune des étapes qui vont vous permettre du coup d'utiliser immédiatement ce que vous venez d'écouter pour justement aller travailler étape après étape ces 5 points clés. Donc, vous trouverez cette feuille d'exercice sur mon site jennychamas.com /boost, B2OST, voilà. Et on mettra le lien dans la description, je mettrai le lien dans l'article de blog aussi pour que les gens puissent retrouver directement. Ça évitera à chaque fois qu'ils se refarcissent le podcast d'1 heure pour retrouver le petit exercice. C'était la zone de panique et la zone de quoi qu'elle disait déjà ? Franchement, merci d'avoir déjà super bien préparé tout ce que tu nous as partagé. J'ai eu l'impression de vivre 4 séances de coaching en une, tu vois. Et puis pour cette fiche, je pense que ça va être énormément de valeur et je pense que même moi, je vais la télécharger. Merci à toi, Aline, en tout cas, pour cette invitation. Et puis bravo pour tout ce que tu fais, parce que j'aime beaucoup ton podcast. Merci, mais je te retourne le compliment. D'ailleurs, si on veut te retrouver, c'est quoi le plus simple, le plus rapide ? Alors, déjà, je pense écouter mon podcast. Si tous ces outils-là vous ont plu, le podcast vous plaira. Il s'appelle Femme ambitieuse, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site jennychamas.com, tout attaché. Et voilà. Et on mettra les liens dans la description. Je mettrai aussi, du coup, le bonus, ton podcast et ton livre, si on veut aller te laisser une note sur Amazon. Exactement. pour monter les chiffres, c'est bien. Ça, on va aller booster ton livre, tu vas voir. Merci énormément, Jenny, puis à très vite, j'espère, sur le podcast. À très bientôt. Merci, Aline. Et voilà, les copains, c'est fini, vous l'avez. Waouh! C'était un méga gros épisode et je suis tellement heureuse. Enfin, même moi, je buvais les paroles de Jenny. Ça m'a vraiment touchée personnellement sur plusieurs points. Donc je pense que même moi, je vais être amenée à devoir réécouter cet épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Encore une fois, si vous souhaitez récupérer l'ensemble des commentaires qui a été donné pendant cet échange, vous pouvez retrouver la worksheet de Jenny en téléchargement. Donc je vous mets le lien dans la description de cet épisode de podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous allez en retirer autant de valeur mais je pense que oui. Je vous connais, je pense que oui. Et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Encore une fois, si vous tenez à encourager le podcast, vous pouvez laisser une note, un commentaire ou tout simplement vous abonner sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. J'ai été ravie de partager ça avec vous. Je vous souhaite une superbe journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye!